Bienvenue, chers voyageurs en Terre du Milieu, pour la découverte. Ça y est, dans le Beleriand, les choses sérieuses ont commencé. Nous sommes dans le 18e chapitre de la Cuenta Silmarillion. Alors oui, je sais, il est marqué numéro 20. C'est tout simplement parce que avant de commencer la Cuenta, on allait Inulin d'aller là-bas la Cuenta. Donc voilà, c'est l'épisode 20 du Silmarillion, mais bien le 18e chapitre de la Cuenta Silmarillion, publié dans le Silmarillion. Voilà. Et les choses sérieuses vont commencer. Rappelez-vous, différents royaumes du Beleriand sont occupés par des elfes. Voilà, comme j'ai expliqué juste avant, la lignée plus de Fingolfin occupe l'ouest près de la mer, alors que les fils de Fëanor occupent plus l'est du côté des montagnes bleues. On a toujours le royaume du Doriath au milieu qui est protégé, qui est le royaume des Sindar. Et puis au milieu de tout ça, on a Finrod avec Nargothrond, et tout au nord, un peu avant, parce que vraiment tout au nord, on a la forteresse d'Angband, donc là où Melkor, Morgoth, est. On a une grande plaine, et puis on a une région qui est sous la surveillance des fils de Finarfin, donc les frères de Finrod, que sont Angrod et Aegnor. Donc voilà, le Beleriand est sous domination là, elfique principalement, et pendant près de 400 ans, voilà, plus de 400 ans, ça va être, si vous voulez, il va pas vraiment y avoir d'escarmouche avec Morgoth. On appelle cette période le siège d'Angband, c'est-à-dire que les elfes surveillent Angband, attendent que Morgoth fasse quelque chose. Pendant ce temps, je le rappelle, mais la semaine dernière, on a vu ce chapitre-là sur la venue des hommes en Beleriand, les hommes, les futurs Edain, les 3 grandes maisons des hommes ont traversé les montagnes bleues, sont arrivés en Beleriand. On a la maison de Beor, la maison de Hador et la maison des Aladin, donc qui est devenue la maison de Haleth. Et Dikfet Sama, merci beaucoup. Qui sont arrivés, et donc les hommes commencent à se mélanger un petit peu avec les elfes et vont être des alliés, en tout cas à la cause des elfes, face à Morgoth. Et c'est donc sur ça que commence le chapitre, sur la ruine du Beleriand et la chute de Fingolfin. Vous avez vraiment là un spoil absolu dans le titre de la part de Tolkien. Vous avez l'habitude, hein, n'est-ce pas, de ça. Alors Fingolfin, le haut roi des Noldor, souhaite attaquer Angband plutôt que de simplement contenir Morgoth dans sa forteresse d'Angband. Donc, cette idée ne rencontre que peu de soutien. Mais il faut savoir que pendant tout ce temps, Morgoth, il avait préparé ses forces en secret. Et Fingolfin, il voulait attaquer. Mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, 455 ans après que Fingolfin ait posé le pied en Beleriand, donc 455 ans depuis le lever du soleil, ça y est, Morgoth lance son attaque par une nuit noire d'hiver, lorsque la vigilance des elfes est relâchée. Et là, il va déchaîner des fleuves de flammes depuis les 3 pics de montagne du Thangorodrim. Donc les montagnes crache-feu, fumée, si bien que toute la plaine verdoyante qu'il y a juste avant est ravagée, et que de nombreux Noldor vont périr juste de la fumée et des flammes. Et devant toutes ces flammes va se dresser Glaurung. On l'a déjà vu, mais là, maintenant Glaurung, c'est plus le petit dragonnet qu'on a rencontré. Non, il est adulte. Et il est suivi notamment de Balrog et d'une multitude d'orques. C'est ce qu'on appelle la bataille de la flamme subite. Et elle brise le siège d'Angband que les elfes avaient fait. Cette bataille va durer jusqu'au printemps. Et là, à partir de ce moment-là, la guerre, à proprement parler, des elfes et des hommes contre Morgoth ne va jamais vraiment cesser. Donc, elfes et hommes subissent de lourdes pertes et commencent à être dispersés. La plupart des elfes Sindar, fuient vers le Doriath, vers les Havres, donc près de Círdan, fuient à Nargothrond, chez Finrod, ou en Ossiriand. Vous savez, c'est le pays des 7 rivières, là où il y avait les elfes qui ont vu pour la première fois les hommes, le pays des 7 rivières, là. Les elfes un petit peu sylvains, les Nandor, qui aimaient pas trop. Donc, eux sont éloignés très fort du champ de bataille, ils sont plus, on va dire, au sud du Beleriand, et donc eux sont
sont une solution de repli. Et là, ça commence. 2 des fils de Finarfin sont tués. Je vous ai expliqué qu'au sud d'Angband, Angrod et Aegnor surveillaient cette zone et Angrod et Aegnor sont tués. Donc Finrod et Galadriel, là, viennent de perdre 2 de leurs frères. Et donc il y a beaucoup d'hommes qui vivaient justement avec les fils de Finarfin, des hommes de la maison de Béor, qui sont tués. Finrod, Felagund de Nargothrond, ben voilà, c'est le frère d'Angrod et Aegnor. Il va aller essayer d'aller vers la guerre, mais il apprend que ses frères sont morts. Et il est dans la guerre à ce moment-là, et à un moment dans la bataille, il est sauvé de justesse, par Barahir, c'est-à-dire le nouveau seigneur de la maison de Béor. Et là, Finrod lui jure un soutien, une amitié et une dette pour lui et ses héritiers. C'est-à-dire que Finrod, là, va offrir à Barahir une bague que vous connaissez bien, une bague que Aragorn porte pendant le Seigneur des Anneaux, la belle bague avec le serpent et la bague verte. Voilà, ça c'est la bague, enfin c'est l'anneau de Barahir qui appartenait donc à Finrod et que Finrod donne à Barahir, qu'il passera à Beren, comme on verra dans le prochain chapitre. Donc, pendant l'hostilité, là, la lancée des armées de Morgoth, de nombreux autres hommes et elfes tombent, et les forteresses qui résistent à l'assaut vont isoler, si vous voulez, les Noldor un petit peu au sein des terres qui sont contrôlées par Morgoth. On a par exemple 2 fils de Fëanor, Celegorm et Corufin, qui vont fuir à Nargothrond chez Finrod. Et là, va se passer quelque chose de fou. Fingolfin, le haut roi des Noldor, là, il voit c'est la catastrophe. Ce qu'il a devant lui, il est désespéré. Alors, Fingolfin, dans une sorte de rage, voilà, d'exaltation guerrière, va décider de foncer vers les portes d'Angband, de la forteresse donc de Morgoth, et va le défier en duel. Là, Morgoth va s'avancer à contre-cœur, remontant lentement de son trône souterrain. Il se dressa devant le roi tel une tour, couronnée de fer, et son immense bouclier de sable et sans blason projetait sur lui une ombre semblable à un nuage d'orage. Là, il y a un duel épique, on va revenir dessus, ne vous en faites pas. Malheureusement, on est face à une divinité, et même si Fingolfin est un haut elfe, et en plus de lignée royale, malheureusement, ça se finit mal pour Fingolfin. Morgoth écrase Fingolfin, mais Fingolfin arrive à le blesser à 7 reprises. Et même à l'agonie, Fingolfin frappe très fort et blesse très fortement le pied de Morgoth. Alors Morgoth va réussir donc à écraser et tuer Fingolfin. Et au moment où il veut prendre le corps de Fingolfin pour le jeter à ses loups, Thorondor, le roi des aigles, va venir frapper au visage Morgoth, et donc va vraiment l'éborgner, quoi. Et va s'emparer du corps de Fingolfin pour l'emmener loin, loin, loin. Il va le transporter au sommet d'une montagne qui domine Gondolin. Est-ce que vous vous rappelez qui est le chef de Gondolin, le roi actuellement? Le roi de Gondolin, c'est Turgon, et Fingolfin, c'est son papa. Donc, Thorondor le transporte près de Gondolin, où justement Turgon, le fils de Fingolfin et roi de Gondolin, va pouvoir ériger un cairn en son honneur. Et là, depuis ce moment-là, Morgoth garde une cicatrice sur le visage, boite et souffre de blessures incurables. C'est donc Fingon qui succède à son père comme haut roi des Noldor. Mais Fingon, dans sa lucidité, va envoyer son jeune fils
appelé Gil-galad, chez Círdan, au Havre. Pas au Havre gris, mais au Havre du Beleriand, que sont Eglarest et Brythonbar. Donc, il l'envoie chez Círdan, voilà. Alors, je peux que vous encourager à aller voir la vidéo des Échos d'Imladris sur la parenté de Gil-galad et vous verrez que ce choix est très discutable. Très, très discutable que Fingolfin soit le fils de Fingon. Mais bon, soit. On continue donc, Gil-galad est envoyé parce que, ben oui, si Fingon meurt, c'est Gil-galad qui est censé devenir le haut roi des Noldor. On est bien d'accord, théoriquement. Donc, Morgoth va régner désormais sur le Dorthonion. Donc la partie au nord, enfin voilà, au nord du Beleriand, mais au sud d'Angband. Et les forêts, justement, du Dorthonion deviennent un lieu d'effroi, nommé Tar Nufuin. Et c'est là que Barahir et son peuple, donc l'homme qui a sauvé Finrod, qui est un homme, donc maintenant le seigneur de la maison de Béor, là, eux vont résister. Résister jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une petite poignée d'hommes, et où finalement les femmes et les enfants de la maison de Béor, qui sont menés par l'épouse de Barahir, Emeldir, vont chercher refuge ailleurs. Un à un, les hommes restés sur place vont être traqués, tués, jusqu'à ce qu'il n'en reste que 12 avec Barahir, parmi lesquels son fils Beren. Le Beren. Les Noldor vont tenir aussi le col qui est près de la source du Sirion pendant près de 2 ans encore, jusqu'à ce que le plus grand serviteur de Morgoth s'en empare. Donc vous savez la petite île sur le Sirion qu'on a parlé, qui s'appelait Minas Tirith et qui appartenait à Orodreth. Cette petite Minas Tirith, qui est aussi appelée Tol Sirion, elle permettait, si vous voulez, juste le petit passage à l'ouest. Et ils ont tenu là les elfes pendant longtemps, sauf qu'à un moment, il y a un petit Sauron qui va réussir à s'emparer de la forteresse de Minas Tirith, voilà, à Tol Sirion. Voilà, Orodreth, qui s'occupait de la forteresse ici, s'enfuit à Nargothrond chez Finron. Et là, Tol Sirion, Minas Tirith, c'est fini. Sauron la rebaptise Tol Lingoroth, qui veut dire l'île des loups-garous. Tout ça est très important. Elle est très importante, cette île, pour plus tard, exactement. Donc vraiment, cette île des loups-garous, retenez-la pour la semaine prochaine. Et donc, là, si vous voulez, tout est ouvert. Morgoth, il peut aller des 2 côtés des montagnes pour envahir le Beleriand. Tout est ouvert. Et donc, de nombreux Noldor et Sindar sont capturés, sont faits prisonniers à Angband et deviennent des esclaves de Morgoth. Et même s'ils parviennent à s'échapper, ils sont craints par leurs proches qui les soupçonnent toujours d'être sous l'emprise de Morgoth, tout simplement. Parce que oui, Morgoth, vous le savez, depuis le départ, c'est un peu le roi de la manipulation. Il envoie beaucoup d'espions, semer la méfiance, la peur et la jalousie. Et donc Morgoth feint d'être l'ami des hommes et impute leur malheur aux Noldor. Et donc, heureusement, rares sont les hommes des 3 maisons des Edain qui l'écoutent, et il les hait. Et là, Morgoth rencontrer davantage de succès auprès de certains hommes qui arrivent, qui sont nouveaux au Beleriand, que sont notamment les Orientaux, voilà, qui viennent d'arriver au sud du Beleriand. Et donc, les Edain, donc les 3 grandes maisons, ne sont pas réceptives à ces paroles, mais les autres hommes, eux, par contre, oui. Maedhroth va nouer des liens avec ces nouveaux hommes fraîchement débarqués, donc ces Orientaux normalement. Ainsi, parmi ces nouveaux hommes, nous avons Bor et ses fils qui resteront fidèles à Maedhroth, donc le fils aîné de Fëanor,
Mais nous avons un certain Ulfang et ses suivants qui, eux, voilà, vont tomber dans la perfidie de Morgoth. Parmi les Edain, malheureusement, la maison de Béor est pratiquement entièrement anéantie. Le peuple de Hador, lui, est confiné en Ithloum. Et une armée d'orques va descendre vers le sud une fois que Sauron a pris la tour. Et cette armée va attaquer la petite forêt de Bréthil, là où était justement la maison de Aleph. Voilà. Sauf que, heureusement, une force envoyée par Thingol depuis le Doriath va détruire cette armée et la maison de Aleph va pouvoir continuer à vivre dans la forêt de Bréthil. Là, on a deux personnages qui apparaissent, qui sont hyper importants. On a Urin et Uor, les fils de Galdor, qui est devenu le chef de la maison de Hador, donc une des 3 grandes maisons des hommes, la maison de Hador. Voilà, ça a descendu à Galdor, qui lui a 2 fils, Urin et Uor. Vous imaginez bien, si vous connaissez l'histoire, les enfants de Urin, c'est lui. Donc c'est très important, ce personnage-là. Et son frère. Ils sont frères, hein, Urin et Uor. Il faut savoir que même s'ils font partie de la maison de Hador, ils étaient élevés par leurs parents dans la forêt avec les Aladin au moment de l'attaque des orques. Et pendant justement cette bataille, ils sont séparés du groupe et en danger de mort. Mais finalement, ce qui va se passer, c'est que le Vala Ulmo, donc le dieu Poséidon de la Terre du Milieu, va réussir, vu qu'ils sont près du Sérion, à les dissimuler dans un brouillard. Et encore pire que Ulmo qui intervient, on a Thorondor, le roi des aigles, qui envoie 2 aigles transporter Urin et Uor à Gondolin. Comme ça. Pourquoi eux ? Qu'est-ce qui va se passer ? On se rend bien compte qu'ils sont exceptionnels, vu le destin, l'intervention d'Ulmo, l'intervention de Thorondor, leur protection à Gondolin, de pouvoir grandir là, voilà, pendant 1 année. Ils vont être à Gondolin, hôte de Turgon, qui va leur enseigner énormément. Donc, vous le savez à quel point les enseignements elfiques des hauts elfes qui ont vu la lumière des arbres est extrêmement important. Hein. Tout cet apprentissage est important. Et là, Urin et Uor, ils sont face à un grand destin, quoi. Le truc, c'est qu'après 1 année, les 2 frères, ils souhaitent retourner auprès des leurs et ils savent qu'ils ne peuvent pas normalement quitter Gondolin une fois qu'ils connaissent le chemin. Mais ils sont arrivés par Piaf Airlines, donc ils ne savent pas le chemin en soi. Donc ils arrivent à négocier de partir si les aigles sont disposés à les faire sortir. Ce qui va se passer, donc Maeglin, rappelez-vous, c'est le neveu de Turgon, hein, celui, le fils d'Aredel, qui a été tué par son mari de la lance empoisonnée, l'elfe dans la forêt sombre, là, très bizarre. Hein, leur relation est extrêmement bizarre. Maeglin va lui expliquer son mécontentement face à la décision de Turgon d'accepter que Urin et Uor quittent Gondolin. Mais les frères jurent de garder le secret sur leur séjour et tout ce qu'ils ont appris de la part de Turgon. Ils vont être ramenés chez eux par les aigles. Et dites-vous qu'ils vont même refuser de dire à leur père Galdor où ils étaient, où ils se trouvaient. Mais bon, certains comprennent très rapidement la vérité. Et des murmures finissent par parvenir aux oreilles de Morgoth. Turgon, à Gondolin, il refuse toujours de sortir. C'est-à-dire que c'est la guerre, il ne sort pas. Mais craignant quand même la chute des Noldor un petit peu, il va envoyer secrètement des elfes de Gondolin pour qu'ils construisent des navires pour naviguer vers l'ouest et demander pardon et demander de l'aide aux Valar. Il
faut savoir que la plupart des bateaux périssent et aucun bateau n'atteint son but. Impossible. Mais pendant tout ce temps, Morgoth, il a une idée, c'est de détruire les cités elfiques cachées. Il veut connaître la position de Nargothrond et de Gondolin, et donc il va envoyer de nombreux espions. Mais il va surtout aussi rappeler les principales armées d'orques à Angband, le temps de refaire un petit peu son armée, parce que, bah, mine de rien, même si les elfes et les hommes ont subi beaucoup de pertes, bah, lui aussi en fait. Ainsi, 7 ans après la bataille de la Flamme Soudaine, Morgoth va envoyer une armée contre le Hithlum, donc la partie ouest du Beleriand, là où justement se trouvait Fingolfin et donc là où est Fingon maintenant. Et Fingon va remporter la victoire que grâce à l'aide de Círdan. Parce que Círdan, notre charpentier préféré, voilà, vient enfin de faire une apparition là pour aider. Galdor, le père de Huor et Húrin, est tué en défendant la forteresse du Hithlum. Ainsi, c'est Húrin qui devient le chef de la maison de Hador. Et Húrin, il va épouser une certaine Morwen, qui est de la maison de Béor. À ce moment-là, donc, on rappelle que les hommes, donc Húrin vient de se marier avec Morwen. Et rappelez-vous, on avait parlé des hommes de Béor au Dorlomin, à Dorlomin, pardon. Dorlomin, où Barahir, il y avait quasiment plus que 12 personnes, voilà. Et tous les hommes de la troupe là de Barahir, à l'exception de Beren, vont être tués. Donc là, le seul humain de la maison de Béor se trouvant au Dorlomin, c'est Beren. Je sais pas si... Ok, ça va? Le résumé? C'est ok? C'est ok? Question, comment Morgoth a la connaissance? Les rumeurs? Les rumeurs... Les elfes, ils les torturent. Il a capturé blindé d'elfes, donc il y a des elfes qui sont torturés. Il y a des rumeurs comme quoi Gondolin existe. Voilà. C'était encore le résumé. Ah ouais, ça c'était que le résumé. Je vous ai dit, c'est un giga chapitre. Ça c'était que le résumé et il est 22h20. Hein. Je vous dis, potentiellement dans 1 heure j'y suis encore. Hein. Nickel le résumé. Bah c'est assez compliqué d'essayer de... Bon. Je vais prendre un petit bonbon, vite fait, avant de passer à... Là, on va... 30 minutes, le résumé. Je vous l'ai dit, hein. C'est pour ça que j'hésitais à carrément passer directement à l'analyse et pas faire le résumé, parce que c'est... Petite dose de sucre, là, pour être motivé. Parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Pendant que c'est l'instant bouffe. Oh, coucou, mi-train de dire. Je rappelle que n'hésitez pas à utiliser mon code HelloFresh. Voilà, pour ceux qui voudraient tester. Hein, voilà, il y a 85 € de réduction. Si vous le souhaitez. Et vous pouvez, grâce au code Fausté à poil, avoir une poêle Tefal. Voilà. Coucou Isokastil, comment ça va? Oh merci pour mon œuf. T'as vu les sortir mes ongles? Comment ça va? Si vous ne pouvez pas, Morcaille, ce n'est pas grave. Point d'exclamation HelloFresh. Faut appuyer sur le petit lien. Voilà. Ça m'aide, ça me soutient beaucoup, beaucoup. Si vous appuyez sur les liens en dessous de, du live aussi, normalement vous avez des panneaux sur en dessous de la bio. Appuyez sur les liens
comme ça. C'est des liens qui sont traqués. Donc, ah oui, ça m'aide, vraiment, vraiment. Ouais, c'est valable qu'en France, le lien. Et oui, mon code n'est valable qu'en France, malheureusement. Mm. Voilà, donc ceux qui veulent me soutenir sans voilà, utiliser le code, ben, appuyez sur le petit lien. Voilà. C'est bon, j'ai mangé mon sucre. On va y aller. Hop, hop, hop. Ça y est, c'est parti pour l'analyse de ce chapitre. Comme vous avez vu, le résumé était giga long. Là, on y est. Morgoth en a marre de la quarantaine. Voilà, même si vous le savez qu'il préfère être dans sa cave, mais là, il en a marre. Il décide donc de réclamer sa terre, puisqu'il se voit comme le roi de la d'Arda. Et donc voilà. C'est un chapitre avec beaucoup de noms qui vous sont familiers. Quand vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, ou vous connaissez, on a Gil-galad qui apparaît, Grond aussi. On a les Orientaux, Sauron et même ben voilà, l'anneau d'Aragorn, hein, l'anneau de Barahir qui arrive. Et là, enfin, entre guillemets, les choses sérieuses commencent parce que ben, il va y avoir beaucoup de morts. En avoir exactement. Oh. Mais oui, c'est tellement incroyable. Donc on commence avec Fingolfin, qui est le haut roi du clan des Noldor, et qui est aussi un superbe épéiste. Lui, il n'a pas oublié Morgoth depuis les quasi 5 siècles où les Noldor surveillent Morgoth. Il n'a pas oublié. Il sait que l'alliance qui a tenu Morgoth, entre guillemets, en échec, il l'avait mis sous surveillance, ben, en fait, cette alliance, elle n'est pas sans faille. En fait, il faut vous imaginer que ben, les Noldor voyaient un peu, mais ne savent pas réellement ce qui se passe dans Angband. Et donc, ils n'ont pas pu surveiller totalement, correctement, tous les faits et gestes de Morgoth. Ainsi... Oh, attendez. J'ai ma musique qui vient de s'arrêter. Je vais remettre la musique. Ainsi, donc, Morgoth a pu envoyer des espions et des petits groupes d'orques de temps en temps. Voilà. Ainsi, ben voilà, Morgoth, il n'est pas resté non plus aveugle par rapport à la situation dans le Beleriand. Et Fingolfin, là, il va évoquer l'idée d'un véritable assaut contre Angband. Parce que ben, les elfes ont enfin des alliés dans les hommes. Il serait peut-être temps de faire quelque chose ici. Mais les elfes vont être très lents à accepter le changement. Vous l'avez bien remarqué, hein, ils ne sont pas vraiment enclins à faire ça. Donc voilà, ça fait près de 400 ans que la paix règne. Pourquoi tout risquer, gâcher en déclenchant une guerre là tout de suite? Parce que ben voilà, les elfes peuvent aller d'un royaume à un autre, rendre visite à leurs voisins, frères, cousins, sans problème. Et puis ben, les orques, il n'y en a pas, ils les voient pas quoi. Les fils de Fëanor sont ceux qui sont le moins convaincus par l'idée un peu saugrenue de Fingolfin d'attaquer Angband sur le coup. Ce qui est assez bizarre parce que, ben, on rappelle que les fils de Fëanor ont prêté serment pour récupérer les Silmarils. Les Silmarils sont enchâssés dans la couronne de Melkor, enfin de Morgoth actuellement. Voilà. Donc théoriquement, les fils de Fëanor devraient avoir envie d'aller attaquer. C'est un peu, comme le dit Athéna dans le chat, c'est un peu contradictoire d'une certaine façon, cet élément, parce que avec leur serment, ils devraient pousser exactement. Ils devraient être les premiers à vouloir aller lui taper dessus. Mais non, voilà. Voilà. Et donc... en l'année, voilà, en la 455e année du premier âge du soleil, depuis le retour des Noldor en Terre du Milieu, Morgoth va briser la ligne. Ça y est, il était temps.
il était temps. Donc par une nuit froide d'hiver, sans lune, ça y est, Morgoth actionne tout. Tout, tout, tout. C'est-à-dire que le Thangorodrim, la chaîne de montagne qui est devant Angband, va vomir littéralement de la lave. Les montagnes de fer, elles, vont cracher des fumées, comme si c'était vraiment voilà, une usine avec la fumée noire, quoi. Et là, c'est le chaos. Il va y avoir la lave qui va déferler sur les plaines d'Argalen qui sont devant Angband et qui étaient une jolie pelouse fleurie. Et là, tout est tué sur son passage. L'herbe, la faune, la flore et même les malheureux Noldor qui étaient là, quoi. Il y a littéralement des fleuves de flammes devant eux. Et donc, toute cette destruction, elle va vraiment être sur toute la plaine devant. Ainsi, les contreforts sont embrasés, les arbres noircissent, et les hommes et les elfes qui entourent ces régions-là sont confus. Confus. Totalement confus. D'une certaine façon, Morgoth, ici, applique la politique de la terre brûlée, mais au sens propre du terme. Ainsi, Ardgalen, la jolie plaine, est rebaptisée Anfoglith, donc la poussière allaitante, un désert qui est sans vie, cendre, poussière, feu. Et alors, dans ce brésier de dingue, à la tête de ça, des torrents de lave et de flammes, va s'avancer Glaurung le Doré, père des dragons, dans toute sa puissance. Et à sa suite se trouvaient des Balrogs, et derrière eux, les armées noires des orques, en des multitudes telles que les Noldor n'en avaient jamais vu ni imaginé. Voilà, Morgoth, là, il a montré qu'il n'était pas là pour rigoler. Il envoie ses troupes d'élite, d'une certaine façon, avec masse orque juste derrière. Donc, des chefs de guerre, là, et les monstres et les régions vont se disperser un petit peu partout, vont tout massacrer, assiéger les Noldor, les Sindar, les hommes. Voilà, c'est vraiment l'hécatombe. Morgoth, ici, on peut clairement se dire qu'il a attendu le plus longtemps possible parce qu'il s'est préparé minutieusement. Mais d'une certaine façon, encore une fois, Morgoth va, même s'il est extrêmement dévastateur ici dans son attaque, il sous-estime encore la puissance des elfes et ne reconnaît presque pas le mérite des hommes. Encore une fois, et vous le savez, il le payera cher plus tard. Ainsi, c'est la 4e guerre du Beleriand. Elle est appelée donc Dagor Bragolar, la bataille de la flamme subite. Les premiers jours sont les pires. Certains des plus vaillants ennemis de Morgoth tombent et cette campagne sur plusieurs fronts ne dure que quelques mois. Mais il faut absolument que vous vous rappeliez tout du long à partir de maintenant que la guerre ne cessera jamais complètement au Beleriand. En fait, il n'y a pas réellement d'accalmie. Là, on va être dans une zone de tension constante. Ainsi, voilà, tous les royaumes elfiques et humains dont on a parlé depuis les derniers chapitres vont se retrouver un petit peu coupés les uns des autres. Et vous ne pouvez plus aller voir votre frère, votre voisin, votre cousin, c'est terminé, vous ne pouvez plus, c'est trop dangereux. Voilà. Ainsi, les héros fuient vers l'est, l'ouest et le sud. Évidemment, il ne faut pas aller au nord, il y a Angband. Mais c'est principalement vers le sud que la plupart des gens du Beleriand vont fuir. Je rappelle que Doriath, qui est protégé par la ceinture de Melian, donc le royaume de Thingol, accueille quand même des réfugiés, mais des Sindar, parce que justement, aucun Noldo, n'est autorisé à entrer, sauf s'il est apparenté à Finarfin. Tandis que d'autres vont se diriger plus vers Nargothrond ou les havres de Círdan au bord de mer, ou même en Océriande, ou même encore plus au sud. Et cette guerre se déroule sur 3 fronts en même temps. Oh
Oh, j'ai dit Dorlomine tout à l'heure, mais c'était le Dorthonion pour oh purée. Pour Barahir. C'est le Dorthonion. Personne ne m'a... J'ai confondu les dos. J'ai dit Dorlomine au lieu de Dorthonion, mais ça n'a aucun sens. Donc, dans le résumé d'il y a quelques minutes, j'ai parlé de Barahir et Beren et j'ai dit Dorlomine, mais c'est Dorthonion. Le Dorlomine est à côté du Hithlum. Je viens de tiquer. Bref. Les fils de Finarfin, Angrod et Aegnor, eux sont vraiment juste au sud de la plaine que Morgoth a brûlée. Leur plaine, enfin l'endroit où ils habitent s'appelle le Dorthonion. Il est juste en face d'Angband, de l'autre côté donc des plaines dévastées. Galadriel, je le rappelle, est en sécurité en Doriath, alors que Finrod, lui, il est à Nargothrond et il est en train de mener une offensive un petit peu plus vers l'ouest, vers la tour Tolserion. Mais donc, Angrod et Aegnor, c'est vraiment les premiers. Ils sont juste au sud d'Angband. Vraiment, c'est les premiers à prendre. C'est la première ligne. Et donc, en étant la première ligne, ce qui va se passer, c'est que les armées de Morgoth vont juste les écraser. Ainsi meurent Angrod et Aegnor. Et beaucoup d'hommes combattent et meurent à côté de leurs amis Eldar. Et là, la maison de Béor, qui était donc la maison humaine, la maison des Edain, la maison de Béor, qui était alliée justement à Angrod et à Aegnor, elle est presque anéantie. On a juste un membre éminent de la maison qui à ce moment-là est absent, qui est Barahir, qui est l'arrière petit-fils de Béor l'Ancien lui-même, qui est absent. Voilà. Et là, voilà, pendant la bataille, justement, il était parti vers l'ouest à la tête de ses plus braves hommes, dans une zone marécageuse à l'ouest. Et là, il va rencontrer Finrod. Finrod qui, par le hasard, s'est retrouvé séparé de ses guerriers elfes et qui se retrouve encerclé par une compagnie d'orques. Finrod, vous le savez sans doute, hein, c'est Finrod Felagund, le creuseur de cavernes. Voilà, c'est mon elfe préféré. Voilà. Oh, Tatariette, merci beaucoup pour le raid. Je suis en pleine analyse d'un chapitre du Silmarillion, mais installez-vous. Et donc Finrod, c'est l'elfe le plus merveilleux, voilà. Mais donc là, il est encerclé par des orques. C'est sa mort, normalement. Au pire, sa capture. Ça aurait pu être horrible. Voilà, voilà. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce jour n'est pas arrivé. Ce n'est pas le cas. Voilà que, alors que Finrod est dans une situation désespérée, mais vraiment désespérée, Barahir, de la maison de Béor, va apparaître avec ses hommes, vont aider Finrod d'un mur de lance défensive, et puis ensemble, ils vont se frayer un chemin hors du champ de bataille, même s'il va y avoir de lourdes pertes. Des hommes donnent leur vie pour Finrod, et Finrod est sauvé. Mais hélas, pas totalement encore. Finrod doit encore faire, voilà, pas mal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose, mais Finrod, c'est celui qui a rencontré les hommes la première fois. Il est devenu ami avec Béor, et Béor est venu vivre avec lui, et puis il est décédé, Béor. Et ça a été super dur pour Finrod de voir Béor. Mais Barahir est le descendant de Béor en plus. Donc, c'est ce qui se passe à ce moment-là, c'est, vous imaginez pour Finrod, un moment terrible, rempli d'émotions. Et là, Finrod, vu que Barahir, le petit-fils voilà, de Béor l'Ancien, vient de le sauver, Finrod va prêter un serment d'amitié indéfectible, d'assistance en toutes circonstances, à Barahir et à toute sa famille. Donc Finrod, le meilleur elfe de toute l'histoire de la Terre du Milieu, doit une faveur
à Barahir et sa famille. Donc c'est juste dingue. Et pour me prouver sa bonne foi, voilà, cette dette qu'il a, il va offrir à Barahir une bague qui est très spéciale, voilà, en gage de ce serment. Une bague qu'il a sans doute ramenée de Valinor. Et donc, cette bague, vous le savez, elle est dans le Seigneur des Anneaux, puisque Aragorn va découvrir qui il est justement vraiment à sa majorité, notamment grâce à l'anneau de Barahir, qui est le symbole de notre parenté venue de loin, au moment où, ça y est, Elrond avoue à Aragorn sa lignée, qui il est vraiment. Et donc l'anneau de Barahir est un héritage de sa maison. Donc oui, c'est l'anneau que Aragorn porte pendant toutes ses aventures. Un héritage familial depuis des millénaires. Donc le serment de Finrod, c'est un peu le serment que c'est un peu lié au pressentiment qu'il avait quand il a eu la conversation avec Galadriel. Rappelez-vous, il a dit qu'il sentait que il allait se passer quelque chose et que sa fin, il la trouverait. Mais on n'y est pas loin. Et donc, Barahir va retourner au Dorthonion. Donc la région est complètement ravagée, hein, mais il décide quand même de retourner là-bas. Parce que voilà, il règne un petit peu sur ce qui reste de la maison de Béor. Merci Torivia, merci beaucoup. Et donc il va retourner là-bas et essayer de survivre d'une certaine façon en Dorthonion, avec le peu d'hommes qu'il reste de la maison de Béor. Donc ça, c'est ce qui se passe au Dorthonion, la région qui appartenait donc à Aegnor et Angrand, les frères de Galadriel et Finrod. De l'autre côté, à l'ouest, on a le Hithlum, vous savez, c'est la partie l'ouest près des montagnes, enfin pas des montagnes, près de l'eau, près de la mer. C'est toute la partie avec le Nevras, etc., qui appartiennent à Fingolfin, Fingon, anciennement Turgon, voilà. Et au Hithlum, le haut roi Fingolfin et son fils aîné Fingon vont être bien mis à l'épreuve à la frontière. Ils vont être assaillis par les forces du mal. Leurs alliés mortels vont subir le même sort. Voilà, Ador va être tué en protégeant une forteresse, pendant que Fingolfin bat en retraite, laissant son fils Galdor. Donc voilà, Ador meurt. Donc c'est Galdor qui va devenir le chef de la maison de Ador. Donc en fait, là, de plus en plus, les elfes et les hommes doivent descendre. Voilà, ils doivent reculer. Mais les montagnes dites de l'ombre résistent pour l'instant aux forces de Morgoth. Dites-vous qu'il y a des Balrogs et que les Balrogs là sont à la tête de ces armées et pourtant la vaillance des hommes et des elfes empêche la région du Hithlum de tomber. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, pour le moment, la guerre est partout là en Beleriand. D'habitude, chez Tolkien, voilà, quand vous lisez le Seigneur des Anneaux, on a l'impression d'une certaine manière que les batailles sont très bien organisées. Ici, c'est la guerre dans tous les coins. Vraiment, dans tous les coins. Et donc, le premier siège qu'il y a à Barad Ethel, donc un peu la capitale du Hithlum, où Fingolfin bat en retraite et où Ador est tué, on pourrait imaginer que c'est un peu la bataille du Pelennor par son ampleur, sa bravoure et tous les sacrifices qu'il va y avoir. C'est un événement majeur là qui arrive. Et les batailles du Beleriand, pour vous rendre compte, sont beaucoup plus importantes que les batailles de la guerre de l'anneau. Parce qu'on est face à des elfes qui sont tous du gabarit de Galadriel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de frappe qu'il devait y avoir, théoriquement, à l'époque du Silmarillion, comparé à ce qu'il va y avoir des millénaires plus tard. En fait,
faut vraiment vous mettre dans la tête que les batailles du Silmarillion, on est sur du grandiose et du catastrophique, et c'est une échelle beaucoup plus colossale que ce que vous voyez ou ce que vous ressentez dans Le Seigneur des Anneaux. Déjà parce qu'il y a des Balrogs. Donc on a parlé, on va dire, du front du milieu, hein, voilà, hein, avec le Dorthonion. On a parlé du front à l'ouest, près de la mer. Et ben, près des montagnes bleues, on a le front des fils de Fëanor. Les armées donc de Morgoth envahissent assez rapidement les terres des fils de Fëanor. Notamment parce que Glorung mène l'attaque justement dans cette zone. Il rampe à travers notamment la trouée de Maglor et va dévaster toute la terre entre le fleuve Gelion qui est juste là. Glorung, à ce moment-là, il est adulte. C'est une plaie ambulante. Il est abominable. Il pollue le paysage. Smaug à côté, c'est un petit bébé. Glorung, il est très impressionnant. Certes, il a pas d'ailes, mais c'est un gros bébé. Un gros bébé. Vraiment, Smaug, c'est un petit. Hein. C'est un petit bébé à côté. On nous dit que les orques souillent Elevorn, qui est un grand lac situé justement sur les terres de Caranthir, un des fils de Fëanor. Alors, comment est-ce que les orques vont souiller le lac? Est-ce qu'ils vont juste prendre un bain pour une fois? J'en sais rien. Mais voilà, le lac est souillé. Et les 7 fils de Fëanor, bah, eux vont un peu partir, on peut dire un peu chacun de son côté. Donc en fait, là, les 7 fils de Fëanor, Maedhroth reste et détient la colline là où il y a sa maison. Maglor va être chassé de l'endroit où il règne et va rejoindre Maedhroth sur la colline d'Imring. Celegorm va être vaincu sur ses terres, va fuir à Nargothrond. Avec son frère Curufin qui lui aussi est vaincu et va s'enfuir vers l'ouest à Nargothrond. On a Caranthir qui est vaincu, qui va fuir vers le sud. Amrod et Amras, les jumeaux, eux, vont aussi être vaincus et fuir vers le sud. Alors, Maedhroth, désormais gaucher, je vous rappelle il était droitier, hein, mais il a dû avoir la main coupée pour être sauvé après avoir été attaché. Lui prouve qu'il est une force avec laquelle il faut compter et que il est important, quoi. Maedhroth accomplit des actes d'une bravoure extraordinaire et les orques s'enfuient devant sa face. Car depuis son tourment sur le Thangorodrim, son esprit brûlait en lui comme un feu blanc et il était comme ressuscité. Maedhroth, on pourrait dire qu'il incarne un peu le dicton « ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Là. Mais oui, c'est ça, Teda. Exactement. Donc voilà, ça c'est grosso modo, c'est ce qui se passe pour le moment sur tous les fronts. Sur tous les fronts du Beleriand. Ça va, c'est bon, vous suivez? C'est pas vraiment la même échelle entre le Silmarillion et le Terre. Non, mais tu vois, il faut essayer de s'en rendre compte, Vive et Dream. Ce qui ne vous tue pas pour engaucher. Je vais attendre la fin de la pub. Voilà, je vais attendre la fin de la pub. Je vais remettre du café. Waouh. J'ai mis tellement de café dans ma tasse. Ça y est. Oui, café. Café. Je vais prendre un petit bonbon. Petit bonbon. Bonne soirée. Lolo Loisir, merci beaucoup. Je viens de prendre une petite violette. J'adore les petites violettes.
Mais donc voilà, on est sur clairement un passage. Vous voyez, c'est la catastrophe. Hein. Ça se recoupe avec ce que j'ai lu dans l'Atlas. C'est exactement fait pour ça, et c'est pour ça que l'Atlas est super bien à Ralkana. Mais donc, là vous avez la vision générale de ce qui se passe. Et on va retourner vers le Hithlum et Fingolfin, le haut roi des Noldor. Bonne nuit, Jiverum. Pas de soucis pour les mages. Bonne nuit à toi. Là, devant ce qui est en train de se passer, c'est la catastrophe. Fingolfin, il va perdre son sang-froid. Il apprend en fait que partout, ses amis, ses proches, les elfes, les hommes, tombent tous comme des mouches. Alors, ses neveux et leurs terres à l'est, quasiment tous ont été vaincus. Quasiment tous, hein. On vient de voir que Maedhros et Maglor non, mais vous avez compris. En fait, Fingolfin, il y avait quelques siècles, après la première bataille, hein, la bataille glorieuse, là, il avait dit « Morgoth ne pourrait plus jamais s'échapper de la Ligue des Eldar ». Bah là, malgré sa vigilance, bah, voilà, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à contenir Morgoth, en fait. Et là, il va désespérer. Parce que il a l'impression que c'est la fin des Noldor. Peut-être même la fin du Beleriand complet. Morgoth, qui en plus est le meurtrier de son père. Le meurtrier du premier roi des Noldor. Morgoth qui a corrompu les elfes. Celui qui est à l'origine de l'assombrissement de Valinor. Qui a volé les Silmarils. Est en train de gagner. Et là, c'en est trop. Non, c'est pas possible. Fingolfin, il est en mode, c'est pas possible. Et là, va jaillir de lui une colère extraordinaire. Une rage transcendée, si vous voulez. Ainsi, sans consulter personne, d'un coup, Fingolfin va enfourcher son cheval qui s'appelle Rocalor, et va partir seul, comme une flèche. Personne ne peut l'arrêter. Et il va, avec son cheval, parcourir toute la plaine qui est là, voilà, remplie de flammes, de fumée. Il va chevaucher jusqu'aux portes d'Angband. Il est devant la forteresse de Melkor. Alors, on pourrait croire qu'il y a des orques ou des balrogs, etc. Mais en fait, tout le monde fuit la colère de Fingolfin. Il est comme un dieu vivant sur le coup. Certains, en le voyant, pensent que c'est Oromé, donc le Vala de la chasse en personne, qui est là, sur le champ de bataille, parce que les yeux de Fingolfin brillaient comme ceux des Valar. Alors il fonce droit devant les portes d'Angband, il va frapper. Et là, les Noldor, s'ils sont voués à la défaite, eh ben Fingolfin va bien montrer à Morgoth que lui, il est là. Et qu'il est prêt à planter son épée là où il le faudra. Et donc, il va défier Morgoth en duel. Et là, la voix de Fingolfin va résonner dans les profondeurs d'Angband. Curieusement, on pourrait se dire, mais Morgoth, il est surpuissant. On nous le dit, c'est le plus puissant des Valar, au départ. Il nous est dit qu'il n'a pas envie d'affronter Fingolfin, car seul parmi les Valar, il connaissait la peur. Et là, j'ai besoin de vous faire une petite digression sur Morgoth. Si vous avez lu le Silmarillion, vous savez que Morgoth, il sort pas beaucoup de sa forteresse. Morgoth, Tolkien nous dit, à la fin du premier âge, Sauron est plus puissant que Morgoth. Pourquoi? Comment c'est possible? Parce que Melkor, dans les Inuin Dale, nous est décrit comme le plus puissant. Celui qui a toutes les forces de ses frères et sœurs.
il est trop fort. Pourtant, là, on est face à un être qui se chie dessus face à une Goliath, et qui, là, est littéralement en train de se chier dessus face à Fingolfin. Pourquoi? Il a perdu de la puissance, tout simplement. Et pourquoi? Pourquoi Melkor, Morgoth ici, a perdu de la puissance? C'est parce qu'en fait, depuis le départ, il est en train d'infuser la planète elle-même de son pouvoir de corruption. C'est exactement ça. Il met sa puissance dans Arda et c'est ça qui l'affaiblit. C'est pour ça qu'en fait, il ne sort pas. Il est hyper faible comparé à ce qu'il était avant. Et là, on en a la preuve. Il trempe des fesses en voyant Fingolfin. Fingolfin qui là est dans une rage extraordinaire. Exactement. C'est la corruption d'Arda qui oblige les elfes à devoir repartir dans le désert. Je vous invite à aller voir la vidéo des échos d'Imladris sur les anneaux elfiques. Vous saurez tout. Tout est expliqué. Pourquoi la blessure d'Arda, le pouvoir de Melkor, pourquoi Anatar appuie sur la guérison de la planète pour forger les anneaux de pouvoir. Tout est expliqué. Donc voilà vraiment, Morgoth, il serre les fesses parce qu'elles sont en train de trembler. Et donc, Morgoth, il est plus au sommet de sa forme. Voilà. Fingolfin est giga énervé, mais Morgoth a dépensé une énorme partie de sa puissance pour corrompre le monde entier et aussi, voilà, alimenter la force et la malice de ses sbires parce que il est capable, on va dire, d'encenser ses sbires. Et donc, c'est là, ce qui est assez particulier, c'est que Morgoth connaît la peur. Voilà. Comme s'il savait qu'il ne serait pas à la hauteur de ce combat, ou du moins qu'il y aurait un prix à payer. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas refuser. Il ne peut pas. Fingolfin l'a traité de couard, donc de lâche, sur le seuil de sa porte devant ses armées, ses serviteurs, ses esclaves, ses capitaines, ses balrogs, son dragon de compagnie, bref. Refuser, c'est complètement perdre toute crédibilité pour son armée qui est, voilà, pour ses sbires, qui le craignent quand même assez bien. Et donc l'orgueil de Morgoth ici, il est immense. L'orgueil est on va dire, une qualité du mal, d'une certaine façon chez Tolkien, puisque ça caractérise assez bien Morgoth depuis qu'il a perverti la musique des Ainur. C'est son orgueil qui joue un beau rôle. L'orgueil est très souvent de mise chez Tolkien. Un attribut du mal. L'orgueil, très souvent. C'est l'orgueil de Sauron qui fait qu'il voit pas ce qu'il y a sous son nez. Et là, même chose. C'est un peu l'orgueil de Denethor qui fait qu'il prend pas, on va dire, le bon chemin non plus, même si c'est pas du mal, c'est plus gris qu'autre chose chez Denethor. Mais l'orgueil lié au pouvoir, l'orgueil des hommes de Númenor qui les amène vers leur chute, l'orgueil, c'est quelque chose, on va dire, plus un attribut, on va dire, plutôt négatif, en règle générale, dans l'œuvre. Donc, Morgoth doit relever le défi. Alors, il va gravir, voilà, toutes les salles d'Angband pour arriver à la porte d'entrée. Là où le fils de Finwë l'attend. Et Fingolfin, vous le savez depuis le départ, que ce soit par rapport à Fëanor ou Finarfin, Fingolfin, c'est le plus vaillant, le plus courageux. Le plus puissant même par rapport aux trois. Pas d'un point de vue, on va dire, esprit ou autre, mais d'un point de vue guerrier. Fingolfin est le plus fort. C'est un guerrier elfe qui est au sommet de son art. Et il a une épée, voilà, qui a un nom, qui s'appelle Ringil, voilà, qui est une épée de glace. Fingolfin, là, il a une cotte de mailles argentée, un bouclier qui est incrusté de joyaux et il a un aume. Et Morgoth, lui, quand il apparaît, c'est telle une tour couronnée de fer avec un immense bouclier qui est terne et un immense marteau. Le marteau des enfers, Grond. Alors oui, le bélier dans le Seigneur des Anneaux de Sauron s'appelle Grond.
Oui, c'est un honneur à Grond, le marteau de Morgoth. Voilà. Il est marqué d'ailleurs dans le Retour du Roi. Ils le nommèrent Grond, en souvenir du marteau des enfers d'antan. De grandes bêtes le tiraient et les orques l'entouraient. Derrière marchaient des trolls des montagnes pour le manier. Donc on est vraiment sur Grond en souvenir du marteau de Morgoth dans le Seigneur des Anneaux. Mais donc là, le Grond original, c'est un marteau manié d'une seule main par le Seigneur des Ténèbres lui-même. Le first, pas le second. Alors, faut savoir que Tolkien n'explique pas la taille de Morgoth, mais on peut supposer qu'il est quand même assez grand. Et donc, le marteau pourrait être lui aussi assez grand, quoi. C'est pas un petit marteau, quoi. Il y a peut-être un très très gros marteau, suivant la taille de Morgoth. Et donc là, le combat commence. Et là, on a sans doute le combat le plus impressionnant. Et malheureusement, et ça c'est une tragédie hein, dans le Silmarillion, c'est que tout est assez bref. L'affrontement, par exemple, entre Fëanor et Gothmog, lui aussi est extrêmement bref. La description du combat est encore plus courte que celle qu'on a dans le Silmarillion. Et donc le combat de Fingolfin ici contre Morgoth, c'est 2 paragraphes. C'est plus long, mais ça reste très bref. Chaque mot de ces 2 paragraphes mérite d'être lu et assimilé. Et vraiment, si vous devez lire un passage du Silmarillion, lisez celui-là. Je ne sais pas le nombre de fois que je l'ai déjà lu en live, mais vraiment, lisez-le. Lisez-le. Ça vaut vraiment la peine. Quand je google Fingolfin, je tombe sur une photo Facebook de Foster. C'est vrai, Elastico? Quoi? Dis non. Ah oui, j'ai fait une vidéo sur Fingolfin. J'ai fait une vidéo sur Fingolfin. C'est vrai, enfin, Fingolfin, que je peux pas prendre au sérieux. J'en parlerai peut-être à la fin. Et donc, Fingolfin va tenir tête à Morgoth. Disons que là, on se rend bien compte que Morgoth est un petit peu affaibli. Mais chaque coup qu'il abat avec son marteau, avec Grond, ça met un cratère sur le sol. Ce qui rend tout le terrain complètement instable. Fingolfin va blesser Morgoth à cette reprise. Et il va y avoir des cris de douleur du Vala qui font trembler absolument tout le monde. Tous les sbires de Morgoth se jettent à terre. On a des... Voilà, c'est terrible ce qui est en train de se passer. On pourrait presque imaginer que Fingolfin pourrait l'emporter. Vraiment. Fingolfin n'a pas fait crier Morgoth une seule fois comme l'a fait Ungoliant. Il l'a fait crier 7 fois. 7 fois. Mais donc, comme le chapitre vous a bien spoilé, hein, comme vous pouvez le voir là, la chute de Fingolfin va arriver, c'est marqué. Hein. Voilà, son bouclier finit par être brisé, son aume aussi, et le haut roi des Noldor est fatigué. Il va être frappé par le marteau, par Grond, il va s'effondrer. Et tandis que le pied de Morgoth est en train de s'abattre sur sa nuque, il est en train de l'étouffer, Fingolfin va asséner un dernier coup, mais sanglant, avec son épée Ringil. Voilà, le dernier affront à son ennemi, en plein pied, avec sa lame de glace. Morgoth, cette blessure, il la gardera toute son existence. Il est paralysé par rapport à ce pied-là, c'est terrible. Il en souffrira toujours. Donc il boitera. Cadeau de Fingolfin. Mais donc là, Morgoth va attraper le corps de Fingolfin et va le briser davantage. Et au moment où il veut jeter Fingolfin pour donner de la bouffe à ses loups, on a Thorondor, le roi des aigles, qui fond des nuages et va commencer à lacérer le visage de Morgoth. Ce qui
est, si vous voulez, là, non pas un cadeau de Fingolfin, mais là, c'est un cadeau de Manwë. Et donc, cette cicatrice aussi, Morgoth la gardera pour toujours son visage, là, est atrophié. Thorondor arrive à récupérer le corps de Fingolfin et l'emmène loin, loin du Thangorodrim, là, sur le flanc des montagnes, qui surplombe la cité de Gondolin, où Turgon, le roi de Gondolin, le fils de Fingolfin, découvre son père juste là. Mm. Mm. Là, je voudrais faire une petite explication. Comme le dit Mérissandre ici, les aigles sont clairement les meilleures créatures d'Arda. Avec Huan, le petit chien. Le petit chien qu'on verra, le petit chien. Mais je voudrais soulever un petit point par rapport aux aigles ici. Beaucoup de personnes seraient en mode « Mais pourquoi l'aigle n'est pas venu plus tôt? Il aurait sauvé Fingolfin. » Ouais, il aurait peut-être sauvé Fingolfin. Mais réfléchissez-y 2 minutes. Vous pensez vraiment que Fingolfin aurait consenti à s'envoler? Est-ce qu'il aurait traversé tout ce qu'il a traversé, aller jusqu'à la porte d'Angband pour rebrousser chemin? Non, en fait. Envoyer Thorondor à ce moment-là, c'est respecter Fingolfin. Le catastrophe, c'est quand une situation désespérée est désespérée et que vous avez un événement d'où jaillit la lumière. Et là, la situation est clairement désespérée, mais Thorondor arrive après que la quête ait été accomplie. La quête de Fingolfin a été accomplie. Les aigles arrivent quand Frodo a rempli sa part du marché et que tout espoir est terminé. Les aigles arrivent pour le sauver à ce moment-là. Les aigles ne sont pas juste là pour être des taxis. Ils sont là parce que ils sont la récompense d'une sorte de grâce pour ceux qui ont réussi leur quête. Et Fingolfin n'aurait jamais accepté de monter sur Thorondor. Et donc, Manwë respecte la décision de Fingolfin, tout simplement. Et encore plus beau, ce que Thorondor fait en déposant le corps de Fingolfin là où il est sûr que Turgon va le trouver, ça assure la mémoire de Fingolfin. Mm. Oh, Telkar, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton abonnement, merci beaucoup. Ainsi, Turgon, qui lui n'a pas participé à la bataille de la flamme subite, car la sécurité de la cité est primordiale à ses yeux, et qu'il ne voulait pas s'engager, peut au moins prendre soin de l'hommage à son père. Donc il va ériger un cairn, là, sur la montagne. Voilà, le tombeau qui reste un lieu sacré, préservé, voilà, par les orques. Enfin, préservé, pardon, des orques, pas contre les orques, préservé contre les orques. Voilà. Et là, vous imaginez, les Noldor viennent de perdre leur haut roi, c'est un énorme coup, c'est un désastre. Et donc là, le trône des Noldor va revenir à Fingolfin. Fingolfin, là, se dit, ok, très bien, je vais éloigner mon héritier du front. C'est simple. Il va donc envoyer son fils, Gil-galad, chez Círdan. Voilà. Gil-galad que vous connaissez potentiellement grâce au Seigneur des Anneaux. Voilà. Mais donc, je répète, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les échos d'Imladris sur la parenté de Gil-galad et vous verrez que le choix justement de faire de Gil-galad le fils de Fingon est pour moi un choix
très discutable. Il est pas mort, Fingolfin? J'ai des Fingon? J'ai dit Fingolfin, je suis désolée. C'est Fingon. Là, on parle de Fingon. Fingolfin est décédé, c'est Fingon. Le fils de Fingon, c'est Gil-galad. Voilà. Fingolfin, Fingon, Gil-galad. Je suis désolée si je me suis trompée. Trop de F, ouais. Et puis, le chapitre est vraiment chaud. Hein. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Et donc, Morgoth est vainqueur, certes diminué, mais il va pouvoir retourner dans Angband et il n'en sortira plus. Voilà. Alors. Et donc là, il va, Morgoth a envoyé ses troupes à l'assaut du Beleriand, tout simplement. Et là, on a Barahir, l'humain, voilà, qui est celui qui gère la maison de Béor, qui revient, voilà, celui qui a sauvé Finrod, rappelez-vous, qui va revenir sur ces terres du Dorthonion. Le problème, c'est que, ben voilà, pas loin, c'est dévasté, et donc les hautes terres reçoivent le nom de Tar Nofuin, donc vraiment, la zone est dégoûtante, une forêt qui est horrible, une terre hantée et dévastée, quoi. Et la situation devient tellement invivable dans cette région que même les orques évitent l'endroit. Là, donc il y a quelques hommes de la maison de Béor avec Barahir qui vivent là. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va rencontrer très rapidement la femme de Barahir, tout simplement. Une femme qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est surnommée la courageuse. Elle va rassembler en fait toutes les femmes et les enfants survivants de la maison de Béor, va les armer et va les conduire vers le sud et l'ouest en quête de terres justement plus sûres. Elle aurait préféré, elle, rester près de son mari et de son fils, Beren, plutôt que de fuir. Mais voilà, Emeldir, elle est courageuse. Et on sait que son fils Beren jouera un rôle déterminant dans l'avenir de la Terre du Milieu. Mais voilà, parmi les personnes dont Emeldir va avoir la charge, justement, d'aller mettre en sécurité, parmi les femmes et les enfants, nous avons deux noms hyper importants, que sont Rian et Morwen. Alors là, ça vous dit sans doute rien actuellement. Mais là, dites-vous que c'est deux femmes qui vont être les mamans de personnages très importants dans les prochains chapitres. Une personne qui va être surnommée la Bienheureuse, voilà, viendra du côté de Rian, tandis que le futur fléau de Glorung viendra de Morwen. Voilà. Donc, ouais. Donc finalement, Emeldir, accompagnée des femmes et des enfants dont elle a la charge, va atteindre la forêt de Brethil, où vivent justement les Aladin, donc la maison de Aleth, donc la petite forêt tout près du Doriath. Et là, le groupe va se séparer. Il y a certains qui vont rester dans la forêt de Brethil et d'autres qui vont poursuivre leur route. Hélas, ben voilà, Barahir et Beren ne reverront jamais Emeldir ni aucun membre de leur famille, d'une certaine façon. Voilà. La bande de hors-la-loi de Barahir, elle va être réduite à 12 personnes. Voilà, tous hautement haïs par Morgoth. Il les déteste. Il veut absolument. Il les font chier. C'est des hors-la-loi qui sont là pour tuer plein d'orques. Et il les déteste. Et dans la région, pas loin justement de la forêt de Brethil, quand on remonte un petit peu, il y a le Sirion, le fleuve. Et il y a une petite île entre les montagnes qui s'appelle Tol Sirion. Et là, il y a Sauron qui va débarquer. Et Ox Starcraft 2, merci beaucoup pour le follow, bienvenue ici. Là, ça y est, Sauron va débarquer. Après, rappelez-vous, après avoir été sauvé par Barahir, Finrod, lui, était retourné à Nargothrond. Et donc, il avait laissé, si vous voulez, la zone du Sirion
un peu à l'abandon. Finrod, il avait confié la direction des lieux à son frère qui s'appelle Orodreth. Mais voilà que Sauron va débarquer avec un nuage de terreur, plein d'orques, enfin des loups, et Orodreth, il voit ça, il prend la fuite. Il part à Nargothrond, il va rejoindre son frère. Et là, Sauron va s'emparer d'une île qui est capitale, hein, puisque vraiment c'est le seul passage du côté de l'ouest pour rejoindre on va dire le Beleriand. Et là, Tol Sirion, donc le nom de l'île, puis qui s'appelle aussi Minas Tirith, donc la tour de guet, là va être rebaptisée Tol Ingaroth, donc l'île des loups-garous. Et Sauron va s'y installer. Il va installer un chenil avec tous ses petits loulous, tous ses petits loulous-garous, et ainsi surveiller un des points giga stratégiques du Beleriand pour Morgoth, tout simplement. Alors, petite digression, parce que oui, à Tol Ingaroth, l'île des loups-garous, les loups-garous chez Tolkien, parce qu'on appelle ça des loups-garous, ce ne sont pas des bêtes qui se transforment en hommes. Dites-vous que ce sont juste des loups qui sont investis d'un esprit plus féroce et qui sont doués donc de paroles, d'intelligence. Ce ne sont pas Jacob. Voilà, exactement, Mérissandre. Merci pour la ref à Twilight. Ça, on adore les refs à Twilight pour Tolkien. Je vais retenir, ce ne sont pas des Jacob. Voilà, après l'imprégnation de l'amour des elfes, je vais retenir que les loups-garous ne sont pas des Jacob. Je retiens. Coucou Yanos. Retenez bien cette île, qu'elle est sous le contrôle de Sauron parce que elle va être très importante. Et là, dites-vous que après tout ce qui vient de se passer, il y a quelques années qui vont passer. Et les orques vont devenir de plus en plus audacieux. Les forces de Morgoth s'emparent de toujours plus de terres qui appartenaient aux Noldor. Et ça commence à faire des prisonniers, des elfes qui sont ramenés à Angband, réduits en esclavage. Morgoth les fait travailler dans ses mines, parce que voilà, les Noldor sont très liés à la forge, aux minerais, etc. Mais Morgoth, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer aussi volontairement certains esclaves. Parfois, certains arrivent à s'échapper seuls, parce que les Noldor sont quand même assez intelligents, mais d'autres sont envoyés comme des sortes d'espions, un petit peu sous une fausse identité. Et donc, il y a de la méfiance qui commence aussi à naître. Parce que les Noldor craignent par-dessus tout la trahison de leurs propres semblables qui avaient été réduits en esclavage à Angband. Et ça, c'est vraiment trop triste, quoi. Parce que c'est vraiment, encore une fois, du Melkor Morgoth tout craché, hein, d'essayer de la perfidie des paroles, etc. On est vraiment là-dessus. Puis, au Beleriand, on a de nouveaux groupes d'hommes qui vont franchir les montagnes bleues. Voilà. Alors que nous, ça fait déjà quelques générations que les Edain, donc la maison de Béor, Aleph et Ador, ont traversé et sont arrivés en Beleriand. Voilà que il y a de nouveaux groupes d'hommes qui débarquent. Voilà, ces hommes-là vont être connus dans l'histoire comme les Orientaux. Donc oui, ces Orientaux qui sont les ancêtres de ceux qui marcheront un jour sous la bannière de Sauron pendant la guerre de l'Anneau. Voilà. Certains des nouveaux hommes sont déjà un petit peu liés d'une certaine façon à Morgoth, d'autres pas, mais on ne dit pas tous car la rumeur du Beleriand, de ses terres et de ses eaux, de ses guerres et de ses richesses se répandait désormais partout et les pas errants des hommes étaient toujours dirigés vers l'ouest en ce temps-là. Donc là, on est sur une sorte de second exode des hommes vers l'ouest, avec des clans de femmes et d'enfants. Maedhros et certains autres fils de Fëanor. Je m'habituerai jamais à ce son d'alerte quand il arrive. Ox, merci beaucoup pour le Prime. Enfin, pas ton Prime, ton abonnement niveau 1. C'est parce que je vois Prime écrit au-dessus, pardon. Ox, merci pour ton abonnement de niveau 1. Bienvenue parmi les marque-pages. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup.
Et donc, Maedhros et certains fils de Fëanor ont un peu du mal à tenir leur terre après la bataille de la flamme subite, donc d'Agor Bregolar. Et ils décident, voilà, ils voient ces hommes et se disent, pourquoi pas, on va nouer des alliances avec eux. Alors il va y avoir, voilà, Bor qui va se lier avec Maedhros et Maglor. Et il va y avoir un autre homme qui s'appelle Ulfang, les siens, qui va s'engager avec Caranthir. Et eux vont s'installer plus au sud. Attention, il va y avoir un petit spoil. Voilà. Tolkien va un peu nous dire donc que Bor restera fidèle alors que Ulfang trahira, tout simplement. Finalement, les Edain vont rentrer en contact avec ces orientaux, hein, donc, et ça va pas vraiment bien, ils vont pas vraiment s'entendre. Voilà. C'est pas ouf comme entente entre eux. Hein. Là, ici, on a un exemple de la Terre du Milieu qui est pas du tout manichéenne, hein, avec l'arrivée des Orientaux dans le Silmarillion. C'est un rappel un petit peu à prendre du recul. On a ces nouveaux hommes et femmes là qui viennent d'arriver, voilà, qui sont pas juste, voilà, va avoir un peu des deux. Toujours apprendre. Il y a un peu, on va dire, de gris, avec des gris qui tirent vers le blanc et des gris qui tirent vers le noir. Voilà. D'une certaine façon, pour chaque Gandalf, il y a un Saruman. Voilà. On a toujours ça. Et c'est très important. Chez Tolkien, il y a un équilibre d'une certaine façon là-dedans. Où c'est pas juste tout noir ou tout blanc. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous allez chuter. Il y a tellement de circonstances qui le font. Ou qui ne le font pas. Voilà. Mais bon. On va revenir de l'autre côté du Beleriand, au Brethil. Vous voyez la petite forêt là, la petite forêt où Emeldir, la femme de Barahir, avait emmené les femmes et les enfants. Là-bas, ils s'étaient séparés justement. Et donc, voilà, les hommes de la maison de Aleth ici doivent faire face à des orques dont le nombre ne cesse de croître et qui là commencent à vraiment être beaucoup plus insistants. Parce que Sauron en plus s'est emparé de la tour de Tol Sirion. Donc là, ça commence à devenir compliqué parce que la forêt de Brethil, elle est vraiment juste en dessous, quoi. Et donc, le chef des Aladdin, donc le chef Almir, le petit-fils de Aleth, envoie un message au roi Thingol pour l'avertir de cette menace. Et Thingol, là, il a raison de s'inquiéter. Et là, il va pas en faire qu'à sa tête et être un beau connard comme il peut l'être à certains moments dans l'histoire. Il va pas garder les bras croisés parce que certains Sindar sont aussi en danger. Il se doit d'aider les hommes et d'essayer de se débarrasser des orques. Et donc, il va envoyer un elfe que beaucoup parmi vous connaissent et que beaucoup parmi vous aiment. C'est Beleg. Voilà. Il envoie Beleg, un elfe dont on entendra parler dans un prochain chapitre, qui est hyper important. Voilà. Il l'envoie en tant que chef, si vous voulez, chef des gardiens des frontières, quoi. Voilà, c'est le chef responsable des sécurités des frontières de Thingol, tout simplement. Voilà, dans 3 chapitres, Beleg, voilà, on le verra bien. On verra bien Beleg, ne vous en faites pas. Mais pour l'instant, c'est un guerrier redoutable. Il faut vraiment le voir comme... il n'a pas d'ascendance particulière, mais c'est un autodidacte avec un super talent exceptionnel pour le tir à l'arc.
En plus, il a des superbes valeurs. Voilà. On est Beleg, si vous voulez. Ça serait un sur-Legolas, si on pourrait dire comme ça, d'une certaine façon. Donc voilà, les Sindar vont venir aider la petite forêt de Brésil, là, voilà. Beleg arrive à Brésil avec une grande armée d'elfes qui manient des armes qui sont super puissantes. Et donc, c'est bon, le problème est réglé. Illusio, merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue. Et donc là, on rencontre Orin et War. Alors encore une fois, les noms ont été très vitement expliqués au chapitre précédent, on les a rencontrés. Mais voilà, ces deux hommes sont très importants. Ils ont été élevés dans la forêt de Brésil parmi les Aladin, parce que leur père, Galdor, avait épousé une dame voilà, des Aladin. Mais lorsque les orques vont envahir le Brésil, eux, ben, ils sortent tout juste de l'adolescence et ils vont prendre les armes. Voilà. Et Orin lui-même n'a pas voulu se retenir de combattre. Et donc, il voulait vraiment combattre, quoi. C'est impossible de laisser passer ça. On sent la rage déjà et le courage et les grandes valeurs nordiques donc voilà. On est face à Orin et War qui sont des sacrés morceaux d'hommes. Et Orin et War vont être séparés, si vous voulez, des leurs. Et ils vont se retrouver à errer seuls, et notamment au bord des eaux du fleuve Sirion. Et là, Ulmo, le Poséidon donc de la Terre du Milieu, va rentrer en action. C'est le seul Vala qui n'a jamais abandonné la Terre du Milieu. Et là, bah, pour des hommes d'une lignée exceptionnelle, voilà, il a besoin. Dites-vous que si vous allez voir l'arbre généalogique plus tard de Orin et War, il a besoin, en fait, pour le sauvetage de la Terre du Milieu, il y a besoin qu'un des deux survive. Et c'est ainsi que Ulmo va protéger, avec une sorte de brume qui va s'élever du fleuve et va cacher en fait les deux frères à leurs ennemis. Et là, ce qui va se passer, c'est que ils vont se retrouver pas loin des collines du Chrysaegrim. Rappelez-vous, c'est les montagnes qui encerclent Gondolin. Voilà, il y a le Chrysaegrim juste au sud, c'est là où les aigles sont. Et là, Thorondor va les apercevoir et va envoyer 2 aigles à leur secours. Ainsi, les aigles les emportèrent et vont les conduire jusqu'à la vallée secrète de Tumladen et la cité de Gondolin, qu'aucun homme n'avait encore jamais vue. Là, voilà, on a les aigles qui interviennent. Hein. C'est encore des aigles. Là, en plus, il y a Ulmo qui intervient. On est vraiment là sur... on est vraiment sur... L'aide, elle est colossale. Parce que là, c'est Manwë avec ses aigles et Ulmo avec son eau, qui, là, sont des alliés dès le commencement en toute chose. Et voilà, ils servirent fidèlement le dessein d'Ilúvatar. Il nous est marqué ça. Donc, on est bien là sur Manwë et Ulmo qui comprennent qu'ils doivent absolument protéger ces gamins-là. Lignée exceptionnelle, on vous a dit. Hein. Lignée exceptionnelle. Les Valar ont plutôt laissé les hommes tranquilles. Ils ont laissé les Noldor quitter Valinor. Ils veulent pas vraiment se battre contre Morgoth ici, mais ils sont quand même là un petit peu. Manwë via ses aigles, Ulmo avec ses petites actions par-ci par-là. N'oubliez pas que Varda, Elbereth reste présente très souvent, de par la lumière des étoiles, mais aussi dans le Seigneur des Anneaux, c'est sans doute celle qui est la plus présente. Vous le savez. Mais donc, là, avec Orin et War, l'implication de Thorondor, c'est plus juste des conseils. Là, on a un véritable, pour une fois, une sorte de petit taxi, mais qui, encore une fois,
est très important. Comme je vous ai dit, Orin et War ont besoin de ça. Et donc, ils arrivent à Gondolin. La Turgon est très choquée. Hein. Événement de taille. Normalement, Gondolin doit rester secrète, mais là, il les voit débarquer. Et en fait, là, ça le dérange pas vraiment. Parce que Ulmo lui avait légèrement laissé entrevoir leur venue à travers des rêves. Et donc, Turgon, le roi de Gondolin, donc le fils de Fingolfin, va traiter Orin et Uor très bien. Et donc, pendant 1 an, ils vont vivre parmi les elfes à Gondolin. Et la splendeur de Gondolin, elle est incroyable. Hein. Ça n'a rien à voir avec les petites cabanes dans les bois. Ouais. En réalité, Orin et Uor, ils n'avaient jamais côtoyé les Noldor, eux. Ils avaient juste vu des Sindar, et les Sindar, eux, n'ont pas vu la lumière des arbres. Là, les Noldor, on est sur tellement plus impressionnant, parce que je rappelle que les elfes qui ont vu la lumière des arbres et qui ont côtoyé les Valar sont des sur-elfes, ils ont été bénis. Ils sont surpuissants en tout, comparé à un Legolas, par exemple. Galadriel, elle surpasse tous les elfes du 3e âge. Tous. Parce qu'elle est la seule à avoir vu les arbres. Et donc, au bout d'un moment, Orin et Uor vont finir par vouloir rentrer auprès des leurs. Voilà. Et Turgon aurait voulu les garder, mais en fait, il sent qu'ils doivent partir. La loi de Turgon, elle stipule qu'aucun étranger, elfe ou homme, qui a trouvé le chemin du royaume secret et contemplé la cité ne devrait quitter la cité. Mais ça s'applique pas vraiment aux gamins, puisque ils n'ont pas trouvé le chemin. C'est les aigles qui les ont déposés. Et donc, ainsi, ils vont dire à Turgon, Seigneur, nous ne sommes que des hommes mortels, contrairement aux Eldar. Eux peuvent endurer de longues années en attendant le combat contre leurs ennemis en un jour lointain. Mais pour nous, le temps est court et notre espoir et nos forces s'épuisent rapidement. Et là, Turgon le comprend. Et il accepte que les fils de Galdor sortent, à condition qu'ils sortent de la même manière qu'ils sont rentrés. Par règle, tout simplement. Maeglin, donc le neveu de Turgon, Maeglin, fils d'Éol et d'Aredel. Rappelez-vous, c'est le fils de l'elfe qui a été précipité du haut de la falaise de Gondolin. Voilà. Maeglin va déclarer la loi est devenue moins sévère qu'avant. Hein. Il est pas chaud pour ça. Hein. Ignorant tout ça, Turgon va déclarer espérer voir Orin et Uor bientôt. Dites-vous que pour un elfe, dire bientôt, c'est pas la même chose que pour un homme. Mais voilà. Et donc voilà. Ainsi, voilà. Aigle Airline emmène les gamins. Et donc, les aigles vont les déposer au Dorlomin auprès de la famille de leur père. Et si les leurs sont heureux de les revoir vivants, ils vont être étonnés de voir qu'ils n'ont pas l'air tout sales comme des vagabonds. Galdor qui est maintenant le chef de la maison de Hador, va être un peu perplexe, mais en fait les gamins refusent d'expliquer où ils étaient, ce qu'ils ont fait, ni d'où viennent leurs vêtements, ni le fait d'être en bonne santé, parce que théoriquement ils ont dû errer pendant 1 an. Donc ils sont perplexes. Bon, Galdor est content de retrouver ses fils, va pas y prêter attention, mais voilà, certains vont comprendre. Et donc, la rumeur de Orin et Uor gardés à Gondolin va pas tarder à se répandre, et ainsi Morgoth va l'apprendre très rapidement, voilà. Là, il a un indice qui est là. Et pendant ce temps-là, en fait, Turgon estime que le moment est encore trop tôt pour sortir des troupes de Gondolin. Là, il n'y a personne qui rentre, personne qui sort, normalement. Et donc Turgon croyait aussi que la fin du siège marquerait le début de la chute des Noldor, à moins que des secours ne viennent. Et il envoya secrètement des compagnies de Gondolindrim aux abords du Céréon et l'île de Balar. Voilà, enfin Turgon, là, se dit bon, les Noldor sont peut-être mal partis, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Voilà, donc, c'est ce qui se passe ici. On a
des hommes de Gondolin qui sont déplacés. Mais ce qu'il va faire, c'est pas pour sauver les Noldor d'une certaine façon, c'est pour construire des bateaux près de l'île de Valar. Construire des bateaux, tout simplement pour essayer d'aller vers l'ouest, d'aller vers Valinor, pour demander pardon aux Valar et leur demander de les aider. Voilà, tout simplement. En fait, là, Turgon, il a vraiment comme but d'envoyer des elfes, entre guillemets, à la mort sur la mer pour qu'ils atteignent Valinor, alors que normalement, ben, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ah. Quoi qu'il en soit, voilà, après avoir fait ça, Morgoth va rappeler le gros de ses orques, qui était un peu mis en Beleriand, à Angband. Mais dites-vous que Melkor a toujours un réseau d'espions bien actif. Hein. Donc c'est une sorte... Là va s'installer une toute petite paix. Il va plus trop y avoir de guerre pendant un tout petit temps. Parce que voilà, Morgoth, lui aussi, a eu de larges pertes pendant ce laps de temps. Parce que oui, on parle beaucoup des pertes des hommes et des elfes qui meurent. Mais Morgoth a perdu beaucoup aussi d'armées. Et donc, plusieurs années vont s'écouler, et puis ben, Morgoth réattaque. Et là, il attaque le Hithlum. Le père de Orin et Uor, donc qui s'appelle Galdor, va être tué. Et donc, c'est Orin qui prend la tête de la maison de Hador. Il est adulte, d'une force physique, mentale gigantesque. Et Orin mène son peuple en représailles. Il massacre des orques, les repousse à travers les terres désolées d'Anfoglyph. Mais donc, d'autres orques vont déferler sur les montagnes depuis le nord et s'abattre sur les forces en infériorité numérique de Fingon. Et c'est alors que, contre toute attente, un elfe va débarquer. Inattendu. Círdan, le charpentier de navire. Voilà qu'il est en train de remonter la côte avec ses troupes et fonce sur les orques en Hithlum. Donc Círdan n'a pas levé le petit doigt. Et là, il le fait. Il arrive pile au bon moment. Voilà. C'est parfait. Círdan, c'est un Teleri. Je rappelle. Je rappelle que, voilà, il est Sinda, mais c'est un Teler. Les Noldor ont massacré les Teleri. Pourtant, Círdan vient d'intervenir pour eux. C'est un grand moment, hein, ça, quand on regarde ce qui s'est passé, le fait que Círdan, qui sait, parce que ça s'est appris finalement, le massacre fratricide, le sait, et il est quand même là. Parce que les elfes doivent rester unis. Les elfes avant tout. Voilà. Les elfes avant tout. Les orques sont notre ennemi commun. Morgoth est notre ennemi commun. Le chapitre, ici, se termine sur une description de Orin et du fait que Orin n'est pas extrêmement grand. Voilà, Orin, il est plutôt mince et agile, petit, fort, robuste, comme un Noldo. Orin va épouser Morwen de la maison de Béor, qui vivait, donc, rappelez-vous, hein, c'est une des femmes importantes qui a été menée par Emeldir. Voilà. Et là, tout est en place. Tout est prêt pour le prochain chapitre. Le prochain chapitre, qui est le chapitre 19 de la Quenta Silmarillion. Tout est mis en place pour le cœur battant du Silmarillion, le cœur battant de la mythologie de Tolkien. La semaine prochaine, j'ai le bonheur de vous annoncer que c'est Beren et Lúthien. Enfin, voilà. C'est le chapitre le plus important. Vraiment, le plus important. La semaine prochaine, c'est Beren et Lúthien.
En ce qui concerne l'histoire éditoriale de ce chapitre, elle est gigantesque. C'est un chapitre où il y a énormément de changements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notamment beaucoup de changements de date. Je vous passe vraiment ça parce que j'ai 4 pages, rien que d'histoire éditoriale de ce chapitre, pour vous dire à quel point il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Mais je vous lis le petit résumé pour l'histoire éditoriale. Parce que je vais pas... Si j'essaye de vous lire tout ça, je vous perds. Je vous perds parce qu'il faut la connaissance de l'histoire de la Terre du Milieu. Donc voilà, la majeure partie du chapitre du Silmarillion est tirée du chapitre correspondant du Quenta Silmarillion, qui est probablement écrit en 1937, reprenant quelques-unes des rares modifications qui a été apportées vers 1951 ou un peu plus tard, intégrant des éléments des Annales grises. Parmi de courts passages justement tirés des Annales grises, on peut retrouver la chevauchée de Fingolfin pour défier Morgoth, la situation désespérée du Dorthonion et le départ des femmes et des enfants menés par Imeldir. On a Círdan, qui est aussi un ajout tardif, en venant en aide à Fingon, ainsi que le long récit de la visite de Húrin et Huor à Gondolin est tiré largement des Annales grises. Mais intègre également des éléments du texte qui s'appelle Narn i Hrin Húrin, que certains qui ont lu Contes et légendes inachevées connaissent sans doute. Donc voilà, on est sur un texte majoritairement non pas basé sur la version de 51, mais basé sur la version 37, avec les ajouts qui ont été faits en 51. Ça, c'est, encore une fois, c'est assez rare. Le Silmarillion est largement basé sur la version de 51. Là, on est sur un chapitre écrit vers les années 37, avec des éléments, évidemment, mis en plus. Voilà. Et voilà.